Salut tout le monde, bienvenue à cette quatrième vidéo sur le jeu Banish the Snakes publié par GMT Games en 2023. Dans cette vidéo, on va voir le reste des règles. Oui, vous allez vous préparer puis convertir souvent, mais c'est pas la seule affaire que vous pouvez faire évidemment dans ce jeu-là. Pour une action, vous pouvez bouger votre saint d'un area à un area adjacent. Et veuillez noter que certains saints, dont le rose justement, peut avoir une habilité, là, comme dans le cas du rose, là. Il peut toujours se déplacer à Laigin pour une action. Laigin étant ici. Fait que même si par exemple, là, il est ici à Eoganart, qui n'est pas adjacent à Laigin, pour une action, il pourrait se téléporter là. Donc, éventuellement, vous allez vouloir vous déplacer là, parce que, bon, ça presse ailleurs ou peu importe. Pour une action aussi, vous pouvez bâtir une nouvelle church dans un endroit où il n'y a plus de druides et où il n'y a pas déjà une church. À ce moment-là, vous allez venir prendre une superbe church de niveau 0 qui vaut pas cher, là, mais c'est la. Vous avez juste mis la slab de ciment, là, comme on dit, là, puis l'église est prête à être bâtie. Là. Mais curieusement, ça peut être bon. Bon, d'abord, si vous voulez upgrader la church un jour, il faut passer par le niveau 0. Vous n'avez pas le choix, même si ça ne donne pas de bonus. Mais aussi, euh, un spot de druide qui est déjà bloqué, entre guillemets, par une church. Il y a certains événements méchants, par exemple, qui vont vous dire, ben là, si vous avez un spot de druide qui est vide, donc qui ne contient pas de church, vous remettez un druide dessus. Fait que ça peut être bon déjà de colmater le trou, puis de mettre une church ne serait-ce que de niveau 0 pour à tout le moins empêcher le druide de réapparaître. Là. Mais évidemment, ce qui est intéressant, c'est l'action de Improve Church, qui prend une church existante, puis qui va venir l'améliorer. Fait que church de niveau 1 donne plus 1, church de niveau 2 donne plus 2, et la superbe church de niveau 3 donne plus 3. Puis c'est le maximum. Puis dans le jeu physique, puis dans la salle aussi d'ailleurs, vous êtes limité par le nombre de jetons de church que vous avez. En fait, c'est des petites pièces en bois. Là. Fait qu'il y a 8 church de niveau 0, 6 church de niveau 1, 4 church de niveau 2 et une seule cathédrale qui est la church de niveau 3, qui est celle-là. Fait que c'est un pensez-y bien, là, celle-là, entre autres, où est-ce que vous la bâtissez? Peut-être en profiter justement pour la bâtir dans des endroits là, où les gens sont particulièrement coriaces, là, comme cette gang de païens-là, là, qui a vraiment pas de l'air d'en revenir. Là. Peut-être bon de mettre la cathédrale ici. En plus, il y a le hiking qui n'est pas piqué des verres non plus à -4. Là. Fait que voilà. La règle importante, vous ne pouvez pas bâtir ou améliorer une église plus qu'une fois dans le même area dans votre tour. Fait que si par exemple je suis ici, puis le spot est vide, puis j'ai bâti une church de niveau 0 ici, là, même s'il me reste des actions, je ne peux pas l'améliorer tout de suite. Je pourrais bouger dans un autre area puis bâtir une nouvelle church, ça c'est correct. Mais le même saint dans le même area ne peut pas bâtir une church et improver une church, ou même improver une church, améliorer une church plus qu'une fois dans son tour. C'est pour permettre, éviter que quelqu'un dise en 5 secondes, si on monte la cathédrale ici, puis bonsoir. Là. Puis il y a des churches qui peuvent se faire casser par des événements, mais bon, pour l'instant, sachez que une action, vous bâtissez une nouvelle church. Une action, vous améliorez une church. Mais jamais plus qu'une fois dans le même area, dans le tour d'un saint en particulier. Si vous êtes avec un autre saint dans votre area, vous pouvez lui donner une carte ou vous pouvez lui prendre une carte avec son accord, évidemment. Puis avant de faire Make a Relic, on va parler du fameux l'effort final. Donc à un moment donné, c'est presque inévitable. Votre saint va se maganer là, à grands coups de perte de dévotion. Là. Puis à un moment donné, il va devenir, tu sais, là, peut-être pas inutile, là, mais presque. Là. Quand il est rendu dans cette case-là, là, je répète que le chiffre en dessous, c'est le nombre d'actions qu'il va commencer son tour avec. Là. Fait que deux actions, on va pas chier loin. Là. Fait que c'est écrit sur cette case-là que votre saint peut faire son effort final. Alors, l'effort final porte bien son nom. Là. Essentiellement, là, c'est que vous faites une. C'est comme si vous faisiez l'action de vous préparer, mais qui comptait pour deux. Fait que normalement, une action, vous vous préparez une fois, puis ça slide la rondelle d'une case à droite. Quand vous faites le final effort, l'effort final, vous pouvez vous préparer. Fait que typiquement, là, à un moment donné, quand vous n'avez roll pompon de votre saint, là, puis vous voulez qu'il meure de façon héroïque, là, vous allez faire le final effort. Fait que du haut de vos deux actions, la première action, ça va être le final effort comme tel, qui est de vous préparer deux fois. Puis la deuxième action, étant donné que vous venez de vous préparer, ça va être nécessairement de convertir.
Fait qu'avec le final effort, vous êtes capable, supposons que vous commenciez ici, de dire, bon, ben, je me prépare, mais ça compte pour deux. Puis ensuite, je convertis. Et ça s'appelle final effort parce qu'après avoir fait ça, vous perdez votre dernier zeal et votre saint est mort officiellement. Et quand le saint meurt à quelque part, je peux-tu. Ça s'aurait été hot là, mais non. Vous allez venir placer aléatoire une tombe dans son area. Et la tombe, on l'a vu, là, ça donne un plus un saint est mort ici, puis c'est rendu un endroit sacré. Puis la tombe va vous donner un plus un pour convertir les gens dans cette area-là. Ce qui m'amène à parler de la toute dernière action qu'on a skippée, qui est de fabriquer une relique à partir d'une tombe. Fait que fabriquer une relique à partir d'une tombe, ça coûte une action. Essentiellement, vous allez venir flipper la tombe de son côté relique. Et la relique, à partir de maintenant, appartient, entre guillemets, au joueur rose et se promène avec le joueur rose, suit le joueur rose et donne aussi des bonus associés aux chiffres en haut à droite. La twist des reliques, on a vu que les tombes là, sont placées là, dans un draw cup. Les tombes valent systématiquement plus 1. Les reliques valent entre plus 0 et plus 3. Vous pourriez flipper une tombe et vous retrouver avec une relique de merde qui vaut 0. Ou vous pourriez vous retrouver avec une relique écœurante qui vaut plus 3. Puis qu'à l'avenir, peu importe le sol que foule le saint rose, ben là, à ce moment-là, là, c'est plus 3 de bonus. Là. Puis quand on avait fini, ben, c'est au tour du saint qui nous suit. Quelques derniers petits trucs. D'abord, je ne sais même pas si j'en ai parlé. Là. Il y a beaucoup d'événements qui vont faire avancer ce marqueur-là du paganisme, du païennage, païennisme ailleurs. Donc, à mesure que ça va avancer, ça, souvent ça va descendre, c'est bien rare que ça va remonter. Là. Fait que par exemple, à partir du moment où ça s'en vient ici, là, c'est fait automatiquement par le module vassal, ben ça y est, l'Écosse est redevenue païenne et les cartes de l'Écosse sont mélangées dans le deck. Puis là, après ça, ben, next step, c'est Strathclyde, où est-ce que là, ça zigzague un petit peu, mais bang, une fois qu'on arrive ici, Strathclyde est redevenu païenne, puis ces cartes-là sont shufflées. Puis ça va se continuer de se promener de même. À un moment donné, c'est l'Angleterre au complet qui est devenue païenne. Puis à un moment donné, quand on arrive ici, là, la game se termine. Fait que ça sert un peu de clock, cette affaire-là. C'est une condition de fin de game. Puis ça sert à rajouter des cartes essentiellement d'invasion, comme je parlais dans le vidéo précédent, qui vont venir démancher vos belles tentatives de conversion. Parlant d'invasion, là, surtout sur ces cartes-là, il y a un paquet de règles. Un paquet de règles, c'est pas si compliqué que ça. Là. Mais il y a des cartes qui vont dire, bon ben là, le King à telle place est remplacé, le High King est remplacé, peut-être même des Chiefs qui sont remplacés. Puis dans le livre de règles, je ne couvrirai pas ça ici parce que c'est d'un ennui mortel, là. Mais vous pouvez suivre ça dans le livre de règles, mais ça va vous dire, OK, qu'est-ce qui arrive quand vous devez remplacer un roi, le haut roi, un chief, puis tout ça. Puis c'est là où ceux qui se demandaient, là, les petits chiffres ici, là, vont entrer en jeu. Là. Souvent, vous allez lancer un dé pour savoir, oh ben là, on remplace un chief dans la province de Munster, lequel, ben le jeu pourrait vous appeler à brasser un dé. 1 à 4, ça va être lui. Puis 5 à 6, ça va être lui. Même affaire pour les petits chiffres vis-à-vis les rois aussi, si un roi doit être sélectionné aléatoirement ou doit être fait en premier. Puis c'est pour ça aussi qu'on classe les villageois là, de gauche à droite, parce qu'il y a un paquet de règles aussi pour remplacer les villageois. Évidemment, pour vous faire chier, le jeu va vous faire remplacer d'abord les villageois qui sont chrétiens. Puis s'il y a juste des villageois païens, ben, le jeu va vous faire remplacer ces villageois-là à partir de la droite, en commençant par les plus faciles, en espérant que le jeu va vous mettre des plus toughs à la place. Fait qu'il y a un paquet de règles qu'on appelle pour enlever du monde puis remplacer du monde. Puis c'est détaillé comme ça dans le rulebook. Qu'est-ce qui arrive quand vous crevez? On en a parlé une couple de fois. Ben d'abord, si vous avez la chance d'avoir avec vous un saint de remplacement qui est sorti là, via une carte événement, là, puis qui est devenu une keeper card que vous aviez ici, ben tant mieux pour vous autres, c'est ce saint-là qui prend la place. Fait que si Icerninus finit par crever, bye bye, he's gone, remplacé par une tombe dans sa location. Et si le joueur qui contrôlait Icerninus avait un autre saint, ben là, il peut le prendre puis il peut le mettre ici. Puis là, ce saint-là va avoir des nouvelles habiletés qui n'étaient pas actives le temps qui était juste un suiveux
de Icerninus, mais que là, il va pouvoir se développer à son plein potentiel en remplacement d'Icerninus. Si vous n'aviez pas de saint de remplacement, là, c'est là que vous êtes un petit peu dans la merde, pas tant que ça, là, mais c'est là que vous allez flipper votre player board du côté acolyte. Puis ben, l'acolyte a deux particularités. Premièrement, a beaucoup moins de zeal de départ, beaucoup moins de dévotion de départ. Deuxièmement, un acolyte n'a jamais aucune habileté. Puis troisièmement, si un acolyte, pas toute la gang, dès qu'un acolyte crève, c'est une autre condition de fin de game. OK? Alors on swatch quand il y a un 5 qui est flippé du côté acolyte, là, on le surveille pour y faire attention. Parce il peut triguer la fin de game s'il n'est pas prudent. Si vous êtes du côté acolyte, mais que vous ramassez un sein de remplacement via le deck d'événements, ou si quelqu'un vous en donne un, bien, automatiquement, il remplace votre acolyte. Puis la vie est belle, il revient avec une dévotion dans le tapis. Puis tout est beau. OK, bon, maintenant. Tata, tata. OK. Fait que les conditions de fin de game, c'est tout ce qui nous reste à parler. Fait qu'on a déjà dit, si ce marqueur-là se rend ici, c'est la fin. Si un acolyte crève, c'est la fin. Si on passe à travers le deck, si on arrive pour piger une carte dans le deck et qu'on n'est pas capable, c'est la fin. Puis dans ces trois conditions-là, là, on va faire un calcul pour savoir ça a été quoi notre performance, poche, puis je vais le décrire, là, poche ou gagné ou tout ça. Puis une autre condition de fin, c'est que tout le monde est converti. Tout le monde. Il reste plus un fucking. Non, il peut rester des druides. C'est que tous ceux qui peuvent être convertis sont convertis. Fait que, habituellement, il ne restera pas de druides si vous vous rendez là. Puis ça, c'est vraiment une full victory qui appelle une victoire complète et totale. Sinon, si ce marqueur-là s'est rendu à la fin, si vous avez épuisé le deck ou si un acolyte est mort, voici le calcul. Au niveau des points, vous scorez 2 points pour chaque area où tous les villageois sont convertis. Oubliez les chiefs, là, que tous les villageois sont convertis. Ça, c'est 2 points pour chaque area qui est comme ça. Les autres areas, si vous en avez où plus de la moitié des villageois sont convertis, ça vaut 1 point. Fait que, par exemple, ici, si ces deux-là étaient convertis, ben, ça donne pas 2 parce que c'est pas tout le monde qui est converti, mais ça donne 1 point quand même. Plus 1 point si le High King est converti. Plus un demi-point pour chaque roi qui est converti. Plus 1 si vous avez mis votre cathédrale, donc la church de niveau 3, sur le board. Moins 1 point par dolmen qu'il y a n'importe où en Irlande. Et moins 1 point pour n'importe quel druide. Moins 1 point dans le fond pour chaque druide qui se trouve encore en Irlande. Vous totalisez ces points-là. Entre 0 et 6,5, c'est une défaite totale. Entre 7 et 12,5, c'est une défaite partielle. À partir de 13, donc de 13 à 18,5, c'est une victoire partielle. Puis 19 à 21, 21 que je présume qui est le maximum théorique, c'est une victoire complète au même titre que si vous aviez converti tout le monde. C'est un jeu qui marche de même sur le score, fait que vous pouvez dire ah ben si on a gagné, mais c'est une victoire partielle, on rejoue dessus pour essayer de faire une victoire complète. Moi, c'est sûr que rendu là, ça fait longtemps que je me suis sauvé puis que je ne fais pas partie de ces conversations-là. Mais on joke à peine. C'est pas un mauvais jeu. Il y a une couple de personnes justement qui me posaient des questions en commentaire. Marco, c'est si pire que ça? C'est pas si pire que ça. En solo, c'est déjà moins pire parce que ces petits calculs-là, vous êtes les seuls à le voir. Puis vous n'avez pas à vous inquiéter d'emmerder les autres personnes autour de la table. Mais c'est vraiment pas le genre de jeu, comme j'ai dit au début, là, que je jouerais à 4 parce que c'est très mathématique, très drabe. C'est pas le genre d'affaire là où on est sur le bout de notre chaise, où on saute au plafond, où on crie Hourra, là. Tu sais, puis c'est un peu long, là. À 4, là, pour ce que ça donne, là, c'est un petit peu long, là. Vous allez en avoir une couple, vont commencer à sortir le téléphone, puis regarder l'heure qui, là, puis fait que, tu sais, c'est mon commentaire par rapport à ce jeu-là. C'est pas l'ambiance que je recherche autour d'une table à 4 joueurs, là, tu sais, je trouve que ça manque un peu de piquant. Mais autrement, là, je vous ai montré probablement facilement 90% des règles. Ça conclut cette playlist sur Banish the Snakes. Si vous avez aimé le traitement que j'ai fait de ce jeu-là, il y a plein d'autres playlists semblables sur la chaîne. Merci, à plus.